Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 14 avril 2025. On évolue dans le bilan des 9 années de gouvernance du régime Talon. Ce soir, on parle éducation avec un zoom sur l'enseignement secondaire, un sous-secteur qui a connu une réelle métamorphose en raison des réformes et des ajustements qu'il a plu au gouvernement en exercice d'y introduire. Pour en parler, ce soir, nous sommes avec Alessandre Adjina. Il est enseignant du secondaire et secrétaire national des enseignants du secondaire technique et de la formation professionnelle du Bénin. Alessandre Adjina, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Allez, bienvenue sur le plateau de l'info continue. En face de vous, mon collègue du quotidien Fraternité, Fidénion Redon. Fidénion, bonsoir. Bonsoir, Wakap. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Allez, on va poser la toute première question à l'homme du secteur, à l'enseignant donc. Alessandre Adjina, comment se porte le sous-secteur de l'enseignement secondaire au Bénin aujourd'hui? Merci. Et avant de parler du sous-secteur, je voudrais d'abord rendre hommage au feu ministre Yves Kouarou-Tchavi. D'accord. Parce que il a marqué ce sous-secteur-là par son passage. D'accord. Et je le dis pour dire que le sous-secteur se porte assez bien. D'accord. Assez bien, et compte tenu des efforts consentis par notre feu ministre, lesquels efforts ont permis d'avoir la paix dans le sous-secteur. Parce que même s'il n'a pas la solution aux problèmes qui sont posés, oui, il est quand même à l'écoute des travailleurs. C'est ça. Et cela, c'est à son actif. D'accord. Et après avoir dit cela, il faut reconnaître que des réformes ont été entreprises. On va revenir sur ces différentes réformes, n'est-ce pas, qui ont été introduites dans le secteur de l'enseignement secondaire, et on verra également l'effet que cela a pu produire. Alors vous, de votre regard de journaliste, comment vous voyez le sous-secteur de l'enseignement secondaire au Bénin aujourd'hui, Monsieur Fidéon? Ce sous-secteur a connu des avancées notables qui ont permis, qui ont abouti, j'allais dire, à l'amélioration du système éducatif. Et cette amélioration a été marquée par diverses innovations et qui ont quand même donné une nouvelle image au système éducatif dans ce sous-secteur-là. D'accord. Oui. Alors, Alessandre Adjina, vous parlez tout à l'heure de ces réformes qui ont été introduites dans le sous-secteur. De quoi s'agit-il exactement et quels sont les effets qu'on a eus? Bon, les grandes lignes, c'est vrai, quelques minutes que nous avons ne suffiront pas pour faire un bilan. Voilà, 9 années d'action. Lorsqu'on parle de bilan, il y a plusieurs volets. Donc, lorsque nous prenons les ressources humaines, parce que en tant que responsable syndical, nous allons parler de ce que nous savons un peu plus. Il s'agit de la gestion des ressources humaines. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est au titre de l'année scolaire 2019-2020 que le régime de la rupture a pensé au système de l'aspirana. Et ce système a démarré, ça fait 6 ans. Et on a fait du chemin. On a fait du chemin parce que au départ, c'était 9 mois. Et ce que nous avons apprécié, nous l'avons toujours dit, c'est la sédentarisation qui n'oblige plus les collègues à parcourir 3 établissements à la fois, oui, en ayant 9 heures dans chaque établissement. Mais quand on a fini de faire ça, on a promis, et on a fait des promesses. On a fait des promesses, et entre autres promesses, c'est le reversement. Mais avant ça, il y a eu quelques avancées que nous allons rappeler. On était parti de 9 mois de salaire, oui, pour aller à 11 mois. Là, vous parlez des AME toujours. À 12 mois. Oui. Et on attend le reversement, qui est une promesse faite par le gouvernement depuis 3 ans. Maintenant, en dehors du reversement, puisque lorsque nous parlons de ce sous-secteur-là, il faut rendre hommage aux enseignants qui, depuis quelques années, donnent le meilleur d'eux-mêmes et font de bons résultats. Il faut dire que cela n'est pas forcément lié à l'absence de grève, parce que certains pensent que c'est parce qu'il n'y a plus de grève qu'il y a de bons résultats. Non, c'est parce que
les enseignants donnent le meilleur d'eux-mêmes. Puisqu'il y a eu des années sans grève où on a eu de mauvais résultats. D'accord. Alors, vous allez poursuivre tout à l'heure. Restez dans votre logique parce que oui, ce que vous développez, c'est-à-dire la qualité des enseignants qui donne donc la qualité de l'enseignement, ça fait partie des effets induits donc des différentes réformes. Alors, Fidélion, vous, de votre observation, les AME, qu'est-ce que selon vous, ils ont apporté de plus dans le secteur de l'enseignement secondaire? Oui, et après cette innovation, j'allais dire, du gouvernement, il faut quand même reconnaître que il y a un fléau, si je peux l'appeler ainsi, du passé qui n'est plus d'actualité, c'est-à-dire le manque criard du personnel enseignant qui se faisait sentir. Aujourd'hui, maintenant, on note une sérénité dans le système éducatif, notamment au niveau secondaire, et puis c'est bon à signaler. D'accord. Vous estimez que les AME ont apporté un plus, je dirais, à la qualité également de l'enseignement. Alors, ça nous permet de retourner vers Alessandre Adjina, n'est-ce pas, pour décliner un peu les différentes, je dirais, les effets que les réformes ont apportés. Vous parlez tout à l'heure de la qualité de l'enseignement. Oui, bon, avant ça, je voudrais rapidement réagir par rapport au développement de mon collègue, de votre collègue qui a parlé de la solution apportée à la pénurie d'enseignants. D'accord. C'est vrai, mais il reste encore à faire. Il reste encore à faire. Il reste encore à faire dans la mesure où ceux qui sont là sont surchargés. Parce que quand on parle de manque d'enseignants, les enseignants formés existent. Lorsque nous prenons le sous-secteur, les enseignants formés existent, mais lorsqu'on va au-delà du quota horaire prévu par rapport aux AME, ça veut dire qu'il y en a qui méritent d'être déployés, mais qui sont encore en attente parce que les autres sont surexploités. Est-ce que vous laissez entendre qu'il y a des AME qui sont un peu trop sollicités, c'est ça? Oui, les AME sont trop sollicités parce qu'il y a la question du quota horaire hebdomadaire que nous avons toujours évoqué. Les AME exécutent au lieu de 20 heures et 22 heures au plus en fonction des diplômes, les AME exécutent 26 heures, à savoir 24 heures de cours et 2 heures d'animation pédagogique. Cela se fait en violation des dispositions de l'arrêté 2019-069 du 27 novembre 2019 portant charge horaire hebdomadaire. C'est l'article 3 qui a précisé les quotas pour chaque catégorie d'agents. Donc, à ce niveau-là, il faut dire que lorsqu'on a des tests qui existent dans un sous-secteur, il est bon de les respecter. Et si on les respectait, les AME allaient encore donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, ils en font beaucoup déjà. Toutes les catégories d'enseignants travaillent, mais les AME sont surexploités, sont surchargés. Donc, des efforts ont été faits, nous les avons évoqués, mais ce qui reste à faire, c'est qu'on respecte le quota horaire hebdomadaire. Quand on aura fait ça, la question du reversement, je crois que nos autorités nous écoutent, puisque nous sommes dans un pays où il y a la retraite par solidarité. Chaque année, il y a des enseignants, il y a des travailleurs des différents secteurs et des enseignants qui font valoir leur droit à une pension de retraite. Et nous avons, en tout et pour tout, au niveau de notre sous-secteur, nous avons plus de 13 000 AME. Au niveau du sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Et les agents de l'État, chaque année, il y en a qui s'en vont. Et il est important que le chef de l'État, le gouvernement, et surtout le chef de l'État et son ministre des Finances, que ces acteurs politiques acte le reversement des AME. D'accord, on va considérer cela comme une doléance, n'est-ce pas, dans l'espoir vraiment que cela ne soit pas tombé dans les oreilles dessous. Alors, quand on parle d'enseignants sollicités, trop sollicités, est-ce que vous ne voyez pas que au-delà de la bonne qualité de l'enseignement qu'on a tous apprécié tout à l'heure, que ça peut également avoir un revers, je dirais, sur le résultat final, sur le rendement, alors qu'il y a possibilité, par exemple, de déployer d'autres personnes, Fidélion? C'est un besoin du terrain. Et ceux qui sont sur
ceux qui sont au fond, je vais dire, manifestent ou font savoir leurs besoins. Oui. Mais il faut quand même voir où on est parti. D'accord. Et au passé, par le passé, ce qui se faisait. Par rapport à la réalité du passé, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu de l'amélioration. Certes, il y a des choses à faire. Et je pense que actuellement, sous ce régime, il y a une réforme structurelle dans le système éducatif, marquée par exemple par la mise en place de la CNE nouvelle génération. Oui. Donc, qui a pour mission d'assurer la cohérence dans le système éducatif. Donc, ces besoins, à coup sûr, seront pris en compte et que, pas à pas, je pense qu'au moment opportun, quand il y a eu lieu de combler un besoin qui s'avérait urgent, ça sera comblé parce que le gouvernement est à l'œuvre. D'accord. Allez, on va espérer encore une fois que ça ne soit pas tombé dans les oreilles de sourds parce que c'est le besoin de tout le monde. Je ne vois pas un gouvernement, par exemple, qui vient pour saboter, je dirais, la qualité de l'enseignement. Autant les enseignants, comme vous l'avez dit dans votre premier développement, se montrent disponibles vraiment à apporter le meilleur demain. Alors, Alessandre Adjina, à l'heure actuelle, quelles sont les autres, je dirais, les autres attentes des acteurs du monde de l'enseignement secondaire? Oui, avant ça, je voudrais réagir par rapport au Conseil national de l'éducation. D'accord, oui, le CNE en question. Le CNE existe, travaille parce qu'il y a les acteurs des différents sous-secteurs, de la maternelle jusqu'au supérieur. Les acteurs sont présents et travaillent en bonne intelligence avec les ministères sectoriels. Mais nous constatons que le CNE n'a pas un pouvoir de décision. Sinon, il y a plusieurs préoccupations qui sont portées à la connaissance du CNE et nous constatons que, bon, le CNE est à l'écoute des acteurs, mais n'a pas la possibilité de prendre des décisions. Puisque nous avons parlé du quota horaire hebdomadaire et on doit exiger. Lorsque nous avons un Conseil national de l'éducation dont le rôle est de réglementer le fonctionnement du secteur de l'éducation, cette structure ne doit pas exister pour qu'on continue à violer les textes qui existent en la matière. En dehors de cela, le reversement, nous avons dit... Est-ce que ça sous-entend que vous ne sentez pas pour autant les actions du CNE, du Conseil national de l'éducation? Non, nous ne sentons pas pour autant les actions du Conseil national de l'éducation. C'est vrai, il y a un rôle qui est joué dans le cadre des nominations et la vérification de la conformité par rapport au grade, tout ça, mais la mission du Conseil national de l'éducation ne devrait pas s'arrêter là. Il faut que le CNE contribue au respect des normes, mais nous ne constatons pas que le CNE est en train de jouer ce rôle. Parce qu'il y a plusieurs préoccupations. Nous prenons par exemple les questions de gestion de carrière. Lorsque nous prenons les professeurs adjoints, aujourd'hui, si le gouvernement prend la décision salutaire de mettre en formation les professeurs adjoints, cela va améliorer davantage la qualité de l'offre éducative. Parce que nous avons environ 12 000 agents de l'État au niveau du sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Sur les 12 000, il y a à peine 1000 élèves professeurs certifiés et professeurs certifiés. Mais où se trouvent ces professeurs certifiés? Ces professeurs certifiés sont dans l'administration. Ce sont ces professeurs certifiés qui sont proviseurs, chefs d'établissement, censeurs, surveillants généraux, censeurs adjoints. Si bien que ceux qui encadrent les apprenants du second cycle sont les professeurs adjoints, alors que le décret portant statut particulier a clairement précisé les choses et on sait que les professeurs adjoints doivent intervenir au premier cycle et ce sont les professeurs certifiés qui interviennent au second cycle. En clair, le décret existe, mais dans la pratique, c'est tout autre chose qui se fait. Est-ce parce que les professeurs adjoints acceptent d'intervenir dans les classes de second cycle que le gouvernement ne sent plus la nécessité de les envoyer en formation? Je crois que tel ne devrait pas être le cas parce que ces enseignants-là sont en train
de faire un travail pour lequel ils ne sont pas en réalité payés. Donc, alors, il faut mettre en formation les professeurs adjoints. Comme vous le soulignez. Alors, Fidéon, quand vous observez, parce que je sens qu'il y a unanimité sur les actions pointues qui ont été menées dans le secteur de l'enseignement secondaire pour améliorer davantage l'offre éducative. Alors, de votre regard, quelles sont les limites? Qu'est-ce qu'il y a lieu, par exemple, d'améliorer pour que l'offre éducative soit davantage, je dirais, hissée au sommet? Oui, je dirais que sur le terrain, il y a quand même certaines doléances qui ont été formées et je pense que le gouvernement est à l'écoute pour prendre en compte ces doléances-là. Et au-delà de ça, moi je dirais que le gouvernement est à l'œuvre. C'est comme on dit, tant qu'il y a à faire, c'est un peu comme si rien n'est fait. Et le nécessaire a été mis en place pour que les besoins qui se font sentir sur le terrain, que ces besoins puissent être pris en compte. Donc, je pense que nous ne devons pas mettre la pression sur le gouvernement parce que c'est pas comme si c'est tombé dans l'oreille du sourd. Donc, le gouvernement est dans une dynamique donnée. Et là, il faut espérer. Voilà, il faut espérer parce qu'il doit aller au bout de ces réformes-là que lui-même a engagées pour apporter quand même certaines améliorations dans ce secteur-là. D'accord. Alors, vous avez cité un certain nombre de doléances, Alessandra Adjina, la formation, par exemple, des professeurs adjoints et autres. Quand ces problèmes-là se posent, est-ce que vous avez un cadre qui vous permet, par exemple, au-delà des médias, d'échanger avec les ministres de tutelle, les directeurs départementaux et autres, pour que de façon concrète, les problèmes soient touchés du doigt et que les solutions soient trouvées. En tout cas, que les pistes de réflexion soient menées à l'effet de trouver les solutions adéquates. Bon, ce qu'on regrette dans la gestion du dialogue social et au niveau du régime de la rupture, c'est que le dialogue est en panne, puisque les différentes instances qui s'occupent des négociations ne sont pas convoquées conformément aux tests en vigueur. Lorsque nous prenons les fêtières, les confédérations et centrales syndicales, mais en principe, ces confédérations doivent se retrouver avec le gouvernement et avoir au moins par an 2 séances de négociation ordinaires, et il y a également des séances extraordinaires qui sont prévues en fonction des préoccupations de l'heure. Mais nous constatons que même les confédérations écrivent pour demander qu'il y ait négociation et le gouvernement fait la sourde oreille. Dans ces conditions, je crois que les travailleurs ne peuvent pas être à l'aise parce qu'il y a des problèmes qui doivent être réglés au niveau national, d'autres qui doivent l'être au niveau sectoriel. Mais il y a des situations de blocage qui font que les travailleurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais n'ont pas le retour de l'ascenseur. Et lorsque nous parlons des problèmes, mais il y a beaucoup de problèmes, et lorsqu'on ne s'occupe pas convenablement des problèmes de carrière des agents, je crois qu'ils ne pourront pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, vous avez entre-temps laissé entendre, je dirais, cette question de formation, doit dire, du personnel non enseignant du ministère de tutelle. C'est quoi, pour quelle finalité? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Voilà. Lorsque nous parlons de formation, et on nous fait le reproche de parler seulement de la formation des enseignants, de la mise en formation des professeurs adjoints. Mais dans le cadre de cette mise en formation, il y a des problèmes qui doivent être réglés. Nous avons par exemple les titulaires de licence professionnelle. Ce problème-là a été même porté devant le Conseil national de l'éducation. Un débat a eu lieu, mais une solution n'a pas été trouvée. Lorsque nous prenons les titulaires de la licence professionnelle, les licences professionnelles obtenues dans les instituts et universités de notre pays sont des équivalents de la maîtrise obtenue en faculté. Si bien que ceux-là doivent être classés en A3-1 au lieu d'être classés en B1-1 comme s'ils avaient obtenu une licence académique. Ils sont de l'enseignement technique, ils ont été envoyés en formation. D'abord, ils ont passé le concours sur cette base, ils ont été envoyés en formation, mais
on les a classés en B11. C'est une injustice qui leur est faite en violation du décret portant régime juridique d'emploi des agents contractuels de l'État. Avez-vous eu l'occasion L'article 10 de poser est précis ce problème par rapport à ça. Le problème a été posé, on n'a pas la solution. Dans notre sous-secteur, il y a les instituteurs de l'enseignement technique, ceux qui ont le CAP, qui se trouvent dans les ateliers. Quand on a envoyé les enseignants en formation, ceux-là n'ont jamais été envoyés en formation. En dehors de ceux-là, il y a le personnel non enseignant. Vous prenez les secrétaires, les bibliothécaires, les gardiens et autres. La loi portant statut général de la fonction prévue a indiqué qu'on doit évaluer ces agents-là. Il doit passer un test et à l'issue de ce test-là, on doit les envoyer en formation. Mais jamais il n'y a eu de test pour qu'on sache, voilà, ceux qui sont reçus au test qu'on doit envoyer en formation ou non. Si bien qu'il y en a. La formation en question, c'est une forme de renforcement de capacité. Oui, renforcement de capacité. Tous les agents de l'État à divers niveaux ont besoin des renforcements de capacité. Donc voilà le véritable problème qui se pose. Alors, très rapidement, Fidélion, vous avez en formation, il y a problème. Alors, Fidélion, il y a que dans les efforts qui sont fournis au niveau du gouvernement, il y a un accent particulier qui est mis, dois-je dire, sur la formation technique et professionnelle. De plus en plus, on oriente les apprenants, je dirais, vers ce secteur-là, vers ce domaine, de manière à ce que, bon, il n'y ait pas trop d'engouement, dois-je dire, en ce qui concerne l'enseignement général. Comment vous voyez les choses? L'avenir est prometteur dans ce secteur-là, la formation technique et professionnelle? Si, Wahab, parce que moi je pense que c'est une innovation pour adapter l'enseignement aujourd'hui aux défis actuels, aux défis de la mondialisation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que par le passé, l'enseignement est basé sur la transmission du savoir. Aujourd'hui, il faudrait que dans la nouvelle dynamique, l'apprenant d'aujourd'hui, cadre de demain, puisse être bien aguerri pour faire face aux défis liés au marché de l'emploi. Et je pense que les réformes en cours sont bel et bien dans cette dynamique, dans cette optique-là. D'accord. Merci bien. Oui, Alessandra Adjina, avant que vous ne poursuivez, je dois dire sur les nombreuses doléances que vous avez, ces doléances, n'est-ce pas, qui visent à améliorer l'offre éducative. Que dire aujourd'hui, je dirais, de la formation technique et professionnelle au Bénin? Merci. Il faut dire que l'éducation doit être orientée de manière à ce que les produits finis soient formés pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. Lorsque le gouvernement fait la promotion de l'enseignement technique, ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a l'Agence pour le développement de l'enseignement technique, l'ADET, qui est créée et qui se charge de la construction et de l'équipement des lycées techniques. Mais il faut insister sur la formation des formateurs. Parce que dans les lycées aujourd'hui, on a un personnel vieillissant. Ce sont les proviseurs, les membres de l'administration qui ont une certaine expérience, et le personnel qui intervient dans les lycées est un personnel jeune et essentiellement des AME qu'on appelle FNAE. Et lorsqu'on ne procède pas à la formation de ces formateurs pour une éducation de qualité, on va construire des lycées, on va les équiper, mais on n'aura pas le résultat escompté. L'objectif poursuivi ne sera pas atteint. C'est pour cela qu'il faut bien définir les curricula de formation. Parce que dans les lycées, on constate que ce n'est pas encore ça. Le niveau, ce n'est pas encore ça. Et ce n'est pas la faute aux enseignants. Lorsque vous prenez un seul enseignant du lycée qui doit intervenir dans 2 ou 3 disciplines, cela pose un véritable problème. Donc, il est important... C'est 3 disciplines différentes. Oui, 3 disciplines différentes. Le même enseignant. Mais il ne peut pas être bon dans toutes les disciplines. Donc, un problème de recrutement se pose. On doit recruter dans les différentes spécialités. On doit former les enseignants et faire d'eux des agents de l'État et régulariser leur situation. Je crois que en procédant ainsi,
nous allons atteindre les objectifs visés. Ça va améliorer les choses. Alors, Fidélion, je vais vous amener sur un volet que cite très régulièrement Alessandre Adjina, la question de la formation. Formation aussi bien des enseignants eux-mêmes, formation des enseignants adjoints, formation également du personnel non enseignant. La question de formation pour améliorer les choses, vous voyez ça comme une nécessité vraiment? Oui, évidemment, c'est une nécessité, mais est-ce qu'on va dire que c'est relégué au second rang? Moi, je ne pense pas. Parce que je pense qu'il y a, comme je l'ai dit à l'entame, il y a quand même un dispositif mis en place qui évalue et qui voit les urgences, les priorités. Donc, le volet formation, je pense que c'est aussi c'est pris en compte, c'est pris en compte et que voilà, c'est dans l'agenda. Vous sentez quand on écoute Alessandre Adjina, c'est un peu comme si le gouvernement, les ministères de tutelle n'ont pas les mêmes agendas, n'est-ce pas, que les enseignants eux-mêmes qui sont concernés. Non, c'est pas, moi je ne dirais pas forcément ça parce que les réformes viennent du gouvernement. D'accord. Et pour que ces réformes soient mises en application, il va falloir forcément qu'il y ait des compétences. Oui. Et en parlant de ces compétences, c'est qu'on doit forcément recourir à la formation. D'accord. Donc on ne peut pas dire pour renforcer ces compétences en question. Oui. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement ne pense pas au volet formation. D'accord. Allez, on a la dictature du temps, mais vous avez quelques autres éléments à énumérer. En matière de formation, il faut dire que il existe des tests dans notre République et les tests en matière de formation ne sont pas respectés. C'est vrai, il y a quelques insuffisances parce qu'au niveau de notre sous-secteur, le décret portant statut particulier a tracé comment il faut recruter les différentes catégories d'agents et tout ça là. Mais ce qui nous manque au niveau de notre sous-secteur, c'est un plan de formation. Et il faut dire qu'il y a déjà quelques précisions dans le décret portant statut particulier. Ce décret a prévu que l'on envoie tout professeur adjoint ayant déjà passé 3 ans dans la catégorie A échelle 3 que l'on l'envoie en formation en vue de l'obtention du CAPES s'il était titulaire du BAPES ou bien du CAPET s'il était titulaire du BAPET. Donc 3 ans après la formation pour devenir professeur adjoint. Il y en a qui ont été recrutés avant même notre promotion. Moi, je suis professeur adjoint, comme beaucoup d'autres. Mais 13 ans qu'on a été à l'école normale et supérieure de Porte-Novo, d'autres à l'INSET de Lokossa, d'autres à l'école normale supérieure de Nati-Tengu, pour obtenir respectivement le BAPES, le BAPET. Oui. Ça veut dire que depuis 2015, on devrait prendre des dispositions puisqu'on a fini, la plupart ont fini en 2012, d'autres après. Donc, 3 ans après, on devrait prendre des dispositions. D'autres ont déjà fait 10 ans, d'autres 9 ans. D'autres ont été recrutés même avant la promotion de 2008. Oui. Et jusque-là, ils n'ont pas été envoyés en formation. Si bien que ce sont les professeurs adjoints qui encadrent les apprenants de second cycle. Alors la question que je pose encore une fois, est-ce que vous avez souvent cette occasion-là, au-delà du dialogue que vous avez dit qu'il est en panne, même si entre-temps on avait écouté Madame la ministre de la fonction publique au moment où elle faisait le bilan, qu'elle montre que vraiment le dialogue n'est pas aussi en panne que le disent les syndicalistes. En tout cas, c'est un discours politique. On peut dire la même chose de vous. On peut dire la même chose de vous. Alors je me pose la question de savoir, est-ce qu'au moins il y a de ces occasions où vous arrivez à poser ces problèmes aux autorités de tutelle? Bon, chaque fois que nous avons l'occasion de rencontrer les autorités, nous évoquons ces préoccupations. Oui, et quel est le retour que vous avez? Non, bon, on fait des promesses qui ne sont pas tenues. Parce que, qui ne sont pas encore tenues. Oui, qui ne sont pas encore tenues. Mais il y a du temps qui passe, il y en a qui vont à la retraite chaque année, des professeurs adjoints. Peut-on dire que vous avez au moins espoir que les choses vont changer très bientôt? Bon, puisque nous avons des gens que nous avons élus et qui nous dirigent, nous devons pouvoir compter sur eux. Donc, il est important que le gouvernement prenne des dispositions pour que les problèmes qui sont en instance soient réglés afin que nous ayons une offre éducative de qualité. Et si moi j'ai un appel à lancer, c'est au chef de l'État qu'il faut
lancé cet appel-là parce que nous avons parlé du reversement des AME qui est d'une nécessité absolue. Nous avons parlé du retour en formation des professeurs adjoints. Il y a d'autres problèmes de carrière qui doivent être réglés. La mise en formation du personnel non enseignant, des instituteurs de l'enseignement technique, des problèmes de diplômes qui n'ont pas été réglés, des gens qui ont fini les formations au niveau des écoles normales, qui attendent les décisions d'admission, les arrêtés de mise en formation. Il y a d'autres préoccupations. On va espérer que vous soyez... Nous avons également... Vous, peu de mots pour conclure. Et moi, je vais exhorter les agents de ce secteur à faire foi au gouvernement parce que en 2019, à l'avènement de l'actuel... Au régime. En 2019, il y a des problèmes qui ont été évoqués, mais aujourd'hui, ces problèmes ont été conjugués au passé. Donc, c'est de la même manière, si aujourd'hui, il y a des besoins qui s'avéraient importants et urgents, je pense que le gouvernement... ces besoins ne vont pas tomber dans les oreilles les anciens doivent également souhaiter qu'il n'y ait pas d'éléphant blanc en termes de promesses, n'est-ce pas, au niveau de leur secteur. Alessandre Adina, merci beaucoup. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. On l'avait déjà annoncé en introduction. Peu de temps ne nous suffirait pas, n'est-ce pas, à évoquer ou à décliner les différents éléments qu'il y a dans le secteur de l'enseignement secondaire. Je vais vous remercier tout de même pour votre disponibilité. Pidéon, merci beaucoup à vous aussi. Alessandre Adina, encore une fois, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Benin. Je vous promets, la diffusion, c'est ce soir à 23h et demain à 10h30. Allez, portez-vous bien.